Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, mais aussi votre site préféré, imedia.sn. Dernier dimanche du mois de juin 2021 et nous avons le plaisir de recevoir Bruno D'erneville. Il est le président du Parti pour l'action citoyenne et membre de la coalition Jotna. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Heureux de vous retrouver après tant d'années. C'est un plaisir partagé. Effectivement, ça fait un moment qu'on ne s'était plus revus. Je crois que on a eu une rencontre à la veille de la présidentielle, lorsque j'étais encore candidat. De 2012 déjà. Voilà, 2012, ça commence à faire vieux, effectivement. Oui. Et je crois que j'ai dû faire une autre émission avec vous. C'était encore toujours avec le même plaisir. Bruno D'erneville, c'est vous qui le dites, la politique est un sacerdoce qui vaut des sacrifices. Commençons alors par cette pensée qui est de vous, je vous cite. L'homme politique africain doit revenir à des modèles de vertu capables d'inspirer à la jeunesse le sens du leadership. La renaissance de l'Afrique, c'est maintenant qu'elle commence. Fin de citation. J'ai envie de vous applaudir, mais c'est tout un programme. Catholique pratiquant, vous êtes né un mardi gras. Être né ce jour symbolique pour la religion chrétienne vous prédestinez à faire partie des chevaliers de l'ordre souverain et hospitalier de Malte, association élitiste engagée dans les œuvres caritatives et de secours sanitaires. Vous êtes maître d'œuvre de la norme homologuée nationale Senevent, première du genre en Afrique pour le calcul au vent des constructions. Vous êtes présenté comme étant une voie autorisée dans le secteur du bâtiment, tant au Sénégal que dans la sous-région. Vous êtes également membre des conseils exécutifs d'organisations patronales comme le CNP et la CNES. L'acteur économique que vous êtes, lit-on dans votre biographie, n'a pas hésité le 23 juin 2011 à offrir à tous ses employés une journée chômée et payée pour soutenir l'action du mouvement M23. Votre présence ce jour-là devant les grilles de l'Assemblée nationale témoignait de votre opposition à la loi sur le ticket présidentiel et le quart bloquant que voulait imposer le président Abdoulaye Wade. Bruno D'erneville, avant de parler du 23 juin, parlons du 25, avec le vote par l'Assemblée nationale de la loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement. Quelle est votre position sur cette loi qui a été adoptée? Oui. Merci Mamoudou. Encore merci pour cette présentation de ma biographie. Je crois qu'elle témoigne de mon parcours jusqu'à présent. Un parcours qui essaye de se faire exemplaire, autant que faire se peut, à partir de l'héritage que j'ai, l'héritage culturel, l'héritage de mon éducation. Tant une éducation africaine, sénégalaise, qu'une éducation chrétienne, que je revendique aussi. Le 25, oui, nous avons encore subi le vote d'une loi qui certes pouvait être considérée comme une loi utile, pourrait être utile parce que le contexte actuel fait que le terrorisme est une réalité sous-régionale, en tout cas au moins. Maintenant, la question c'est pourquoi sous cette forme? Pourquoi de cette manière qui reste toujours cavalière, malheureusement? Nous avons l'habitude des lois qui passent au forceps. Mais ce qui choque le plus, pour moi, c'est l'urgence dans laquelle ces lois sont toujours votées. Mais le gouvernement a expliqué, en tout cas hier, en disant que le Sénégal était déjà sur la liste grise et risquait d'être inscrite sur la liste rouge.
Certes. D'être inscrit plutôt. Ce n'est pas parce qu'on est inscrit sur la liste rouge qu'on est à 2 jours pour voter une loi. Je crois que ce vote en procédure d'urgence témoigne d'une certaine frénésie. Une frénésie qui malheureusement, elle-même, révèle un état d'esprit. Une inquiétude, certainement. Parce que je ne comprends pas qu'une loi qui se veut utile pour l'intérêt de tous ne puisse pas être discutée sereinement, pas seulement au sein de l'hémicycle, mais en dehors. Parce que moi, je ne suis pas député, mais j'aurais bien voulu participer à un débat sur ces questions. Et je pense que d'autres également auraient pu apporter leurs idées. Une des autres choses qui nous inquiète, nous, de l'opposition, c'est que dans cette loi, lorsque vous voyez qu'un terroriste peut être simplement quelqu'un accusé de complot, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire simplement, avec Guillaume Soro qui est accusé de complot, avec une condamnation à perpétuité. À perpétuité. Quand on voit ça, on peut s'inquiéter. Mais pire, quand on voit que dans cette loi, il est dit que lorsque vous dégradez des biens publics, vous êtes passible d'être condamné pour terrorisme. Mais imaginez ce que ça signifie. J'ai l'impression que ces gens qui sont au pouvoir réitèrent toujours les mêmes fautes. C'est-à-dire que lorsqu'on est au pouvoir, on ne s'imagine jamais derrière. Ici, la précision à dans faire, c'est l'opposition. qu'on a élargi le champ de l'imputabilité des infractions qui pourraient être commises aux personnes morales, mais déjà, Aussi, en 2007, la loi sur le terrorisme, comment dirais-je, parlait de ça. En 2016 également aussi, la même chose. Oui, mais pourquoi vous réagissez comme si c'était quelque chose de nouveau? Alors, parce que d'abord, dans la forme, il y a un problème. Dans la forme, il y a un problème, je le disais tout à l'heure. Une loi, aussi importante que celle-là, mérite d'être discutée. Et pas que seulement à l'hémicycle. Et vous avez vu qu'à l'hémicycle, ça a fini par des coups de poing. Ça a fini par des injures, comme d'habitude. Ça ne nous change pas des habitudes. Mais cette manière de faire au forceps, cette manière de faire dans la précipitation, c'est ça qui pose problème. Et également, ce qui va être appliqué dans le temps. Parce que nous savons que nous sommes dans une période extrêmement délicate. Nous allons vers des élections. Nous savons que c'est des élections qui peuvent être extrêmement difficiles. Aujourd'hui, est-ce que moi, on devrait m'enfermer avec une accusation de terrorisme parce que mes amis se sont battus dans un bureau de vote et parce qu'ils ont peut-être dégradé des biens publics? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable? Vous pensez que c'est aussi facile que ça Mais vous savez, nous condamner quelqu'un pour acte terroriste nous avons une justice, de la façon dont vous le dites là? Mais je peux vous dire qu'on peut accuser encore plus facilement des gens. Je crois qu'il y a eu l'affaire Adji Sarr qui est toute fraîche à nos têtes, où on accuse quelqu'un, où on le condamne quasiment avant même qu'il soit réellement condamné, où la présomption d'innocence pose problème, où il a fallu que le peuple se lève pour qu'on arrête cette machine qui allait tout droit vers la détention. Quand on sait que pour un rien, on vous accuse de viol. J'ai un cousin personnel qui a été accusé de viol à Thiès et emprisonné illico presto, avec quelques mois, voire quelques années. L'humanité est humanité, il y a toujours eu des accusations, mais il y a le principe de la présomption d'innocence. Voilà. On se défend, la justice fait son travail. Mais est-ce que ça, c'est nouveau? Et c'est ce qu'on attend d'une justice, une bonne justice. Est-ce que même un homme politique peut tout simplement dire non, je décrète que moi, on ne doit m'accuser de rien? Non, personne ne peut se dédouaner d'une telle accusation. Lorsque vous êtes accusé, vous devez répondre. Et dès lors que les principes de présomption d'innocence sont appliqués, il ne devrait y avoir aucun problème. Et la prison, comme on le dit en Wolof, Djombulken. Nous tous, nous sommes des justiciables et nous pouvons nous retrouver dans les liens de la détention. Mais ce qui importe,
c'est que quelle que soit notre position, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'opposition, nous devons avoir une position qui nous permette, demain, de dire que nous avons défendu les droits des populations. Aujourd'hui, cette loi qui va être votée, le problème pour moi, qui a été votée, oui, 70 voix, je crois, contre 11. Oui. Mais le problème pour moi, ça va être son application. Et jusqu'à présent, les textes qui aujourd'hui font l'objet de notre corpus judiciaire, ce qu'il y a comme problème chez ces textes-là, c'est leur application, leur interprétation. De l'applicabilité de cette loi? Elle est certes, elle va être applicable. Je pense qu'elle est applicable. Le problème, c'est l'utilisation de la loi contre certains et, je dirais, en défendant d'autres. Ce que je signifie par là, c'est que notre corpus juridique et tout le système judiciaire aujourd'hui, malheureusement, il faut le reconnaître, il est aux ordres. Et ce que la population reproche essentiellement à nos autorités. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un à la radio qui disait « Il est content qu'Aziz ait été condamné, ou en tout cas ait été mis sous détention, parce que ça doit rappeler à nos chefs d'État qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. » Et pourtant, là encore, il y a présomption d'innocence. Mais c'est pour dire simplement... Vous voyez que la loi, elle est de portée générale. Un opposant peut être poursuivi, comme un président ou un ancien président peut être poursuivi. Oui, mais c'est pourquoi moi, j'aimerais bien peut-être qu'on essaie d'élever le débat, au lieu d'en faire un débat purement politicien. Non, il n'est pas politicien. Je vous donne un autre exemple, parce que moi, j'aime bien des éléments factuels. Oui. Je disais tout à l'heure, le problème de cette loi, c'est son application. Pas l'applicabilité, l'application. L'application des lois, ça va être que lorsque quelqu'un est condamnable et que les preuves sont formelles, il faut le condamner. C'est ce que tout le monde attend d'une justice et d'une bonne justice. Voyons les cas qui sont passés récemment. N'avons-nous pas eu des cas flagrants de faux billets qui sont des actes criminels extrêmement graves, aussi graves certainement que du terrorisme? Parce qu'on met à genoux une économie. Et qu'avons-nous vu? N'avons-nous pas vu libérer cette personne ou ces personnes? Parce qu'il n'y a pas que ces problèmes de trafic de faux billets ou de fabrication de faux billets en euros, en millions d'euros, s'il vous plaît. Il y a également des trafiquants de drogue, il faut le dire, qui mettent en danger notre population. Parce qu'en plus, ils encouragent ce terrorisme ambiant, qui est un terrorisme de nos jeunes qui sont accros aux questions de drogue et qui finissent par agresser les uns et les autres. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en dehors de cette possibilité que l'État pratique de blanchir, entre guillemets, des gens qui sont clairement accusés, il y a aussi des situations où l'État met en marche une machine qui va justement à l'attaque de certains parce qu'ils ne sont pas du même bord. L'impression qui se dégage, Bruno D'Erneville, c'est comme si les hommes politiques ou les politiciens, de tous bords d'ailleurs, ont tendance à faire accepter qu'ils doivent bénéficier d'une certaine immunité parce que tout simplement ils sont des hommes politiques. Est-ce que ça c'est acceptable aussi dans une société? Ce n'est pas acceptable, mais... le voleur de poulet croupit en prison, est-ce que c'est acceptable? Non, cette impunité ça ne peut pas être acceptable. Dont veulent jouir les hommes politiques. Nous ne réclamons aucune impunité et nous ne sommes de toute façon pas légalement en situation même d'être protégés des questions liées à la justice. Peut-être qu'un député a effectivement une certaine protection de ce point de vue-là. Mais nous, hommes politiques, chefs de parti, nous sommes justiciables comme tous les autres et nous le savons. Très bien. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche. Nous recevons Bruno D'Erneville. Il est le président du Parti pour l'Action citoyenne et membre de la coalition Jotna et donc de l'opposition. Alors, il y a quand même au-delà du débat national, Bruno D'Erneville, la question du terrorisme est une réalité. Vous l'avez rappelé quand on regarde ce qui se passe dans la sous-région. C'est vrai, on aurait pu avoir un consensus. Mais quand on interroge les faits,
est-ce qu'il n'y a pas nécessité de légiférer quand même pour la protection des ressources naturelles qui appartiennent à tous, contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme de manière générale? Il y a lieu de légiférer. Je suis tout à fait d'accord et c'est la raison pour laquelle je dis et je maintiens que ce genre de débat doit être pris au sérieux et que c'est un débat qui doit faire l'objet d'une discussion approfondie, pas seulement à l'hémicycle. Parce que je dis bien que malheureusement, on a des députés qui sont mal élus. Aujourd'hui, toute la population reconnaît que la plupart des députés que nous avons, excusez-moi de le dire ainsi, mais la plupart des députés ne comprennent même pas les enjeux. Et ils se réclament députés du chef de l'État. Ceux qui avaient cours dans les années de Senghor et dans les années de Diouf, et y compris dans les années de Wade, a encore cours sous le président Macky Sall. Le spectacle qu'on a vu vendredi, quand même, ce ne sont pas que des députés de la majorité. Il y a aussi des comportements déplorables de la part des députés de l'opposition. Je suis d'accord. Ouais. C'est l'ensemble des députés qui devraient se poser des questions sur leur comportement. Revenons. Vous avez vu que récemment, nos députés ont exporté leur comportement jusqu'en Afrique du Sud. Oui. Revenons maintenant au fond. Donc, oui, quant au fond. Quant au fond, la lutte contre le terrorisme. Oui, sur le fond, je crois que aujourd'hui, le Sénégal doit se préparer à faire face à un certain nombre d'actes qui peuvent être des actes extrêmes. Alors, ces actes que nous avons, qui ont été catégorisés dans la rubrique terrorisme, peuvent être des actes également, je dirais, de jeunes épris de justice et qui malheureusement vivent dans la misère. Si vous regardez comment vivent les Sénégalais aujourd'hui, en particulier les gens des grandes villes comme Dakar, vous allez voir qu'une grande majorité de gens n'ont plus le repas partagé à la maison. Le soir, on va dans les coins de rue et on achète du ndambé, on achète du fondé. Et récemment, quelqu'un me disait, une dame, j'ai perdu mon mari et mon fils ne veut même plus venir à la maison parce qu'il se dit qu'il ne peut pas supporter de me voir, moi, sa mère, sans travail et sans la possibilité de leur donner à manger. Alors, un jeune comme ça, est-ce que vous pensez que lorsqu'il agresse, lorsqu'il donne des coups de machette, récemment, j'ai eu une photo de quelqu'un qui a été macheté ici à la zone B, en pleine journée, à 13h, juste pour lui prendre un portable et quelques billets. Est-ce que vous pensez que des jeunes comme ça doivent être considérés comme des terroristes? Je crois qu'il y a une responsabilité de nos politiques publiques, et ça, il faut le dire. Ce qu'il y a, c'est que la pauvreté, justement, c'est cette pauvreté peut être la cause de l'enrôlement, de l'endoctrinement des jeunes, justement. Ça peut aussi être effectivement, une raison de l'endoctrinement. C'est ce qui s'est passé au Mali, notamment. Au Mali, une des grandes forces de certains leaders de la zone de l'Azawad, ça a été de récupérer des jeunes qui étaient oisifs et de les mettre en jalonnement tout le long de la route nationale avec soi-disant des portables à vendre, mais qui étaient juste des agents de renseignement et qui leur permettaient de savoir à quel moment il y avait des déplacements de l'armée, etc. Et ce sont des gens qui sont payés et qui peuvent à un moment donné prendre les armes. C'est vrai. Donc notre responsabilité est pleine et entière, et en particulier la responsabilité de ceux à qui on a donné le pouvoir. Alors, Bruno D'Erneville, on va parler du 23 juin tout à l'heure, mais permettez quand même que je pose cette question de Jakaria Timera, qui nous fait revenir un peu en arrière, mais je la pose au nom de sa fidélité à cette émission le jeudi dimanche. Il écrit d'Evry en France, nous apprenons qu'un projet de loi est en gestation visant à criminaliser les manifestations au Sénégal. Quel est votre avis si cela s'avère? N'est-ce pas là un grand recul démocratique si ce droit fondamental des citoyens venait à s'estomper?
Alors, moi je dirais, laissons les choses avancer, puisque de toute façon, nous n'y pouvons rien. Moi, je n'étais pas à l'Assemblée hier pour recueillir des lacrymogènes. J'en ai déjà assez pris sous Wade. J'en ai pris aussi un petit peu sous Macky Sall. Mais désormais, je le ferai lorsque je considérerai que c'est le moment de le faire. Et rassurez-vous, je serai encore sur le macadam quand ce sera nécessaire. Mais là, je n'ai pas voulu le faire parce que je savais qu'ils allaient aller au forceps et qu'ils allaient voter cette loi. J'ai préféré aller avec ma coalition à Mbacké, faire notre tournée pour préparer nos locales. Je crois qu'il ne faut pas qu'on nous divertisse. Et pour répondre à ce monsieur, on jugera cette loi à son application. Lorsqu'il s'agira de juger les individus, nous apprécierons si la démarche est cohérente ou pas. Le mouvement du 23 juin, 10 ans après, vous étiez, comme vous l'avez dit, devant les grilles de l'Assemblée nationale ce jour-là, il y a 10 ans maintenant, le 23 juin 2011. Et en tant qu'acteur économique, vous avez même accordé la permission à vos agents, vous le dites, d'y aller parce que pour vous, c'était une journée qui devait être chômée et payée. 10 ans après, qu'est-ce qu'il en reste selon vous? Alors tout d'abord, en ce qui concerne cet acte que j'ai posé, un acte citoyen, de libérer mes agents pour aller participer à cette manifestation. Je crois que ça fait partie des gestes qui probablement font, je dirais, les sacrifices que j'accepte de faire pour mon peuple. Et ce ne sont pas les seuls sacrifices, je voudrais profiter de l'occasion pour le dire ici. Depuis Wade, ma société n'est quasiment plus consultée pour les DRP, les demandes de renseignement et de prix. Et ce sont mes concurrents qui m'appellent parfois pour me dire « Mais vous, notre père, parce que je suis le père des bureaux de contrôle sénégalais, vous n'êtes pas consulté, comment ça se fait ?» Vous avez une société. J'ai créé la société de contrôle, une société de contrôle, et j'ai été le premier président de l'association des bureaux de contrôle. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons avec l'État pour créer des bonnes normes pour le Sénégal, pour travailler dans la réglementation africaine, puisque je suis membre du comité de l'ARSO, l'African Regional Standardization Organization, l'organisation africaine de normalisation. Mais vous voyez, malheureusement, on a des autorités qui souvent mélangent les genres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire tout à fait solennellement que j'ai quitté la société pour faire de la consultance, de manière à montrer que je suis un homme libre et que je ne mettrai pas en danger des populations ni mon personnel à cause de mon engagement politique. Je suis devenu un consultant libre qui va pouvoir travailler dans le monde entier, vendre mes services. Maintenant... Et la société, elle a fermé? La société, non, elle va continuer son chemin. Son elle appartient au Sénégal. Très voilà. bien. Maintenant, pour revenir au 23 juin, oui. C'était un grand jour, 23 juin 2011. Le peuple sénégalais n'a pas mené une révolution. Parce qu'une révolution, c'est ça n'a pas été jusqu'à la révolution, parce que la révolution, elle renverse une situation politique existante, ce qui n'a pas été le cas. Nous étions au bout. Nous étions quasiment sur le point de le faire. Une révolution manquée. Elle n'a pas été manquée. Et c'est là où, justement, on peut considérer que le peuple sénégalais est grand. Le peuple sénégalais a su se maîtriser au bon moment pour s'arrêter et dire ce que nous voulions, nous l'avons obtenu. Ce que nous voulions, c'était de dire aux députés, ce n'était pas de dire à Abdoulaye Wade, vous n'allez pas aller vers une élection pour un troisième mandat. Non. C'était de lui dire, vous n'allez pas changer la loi pour la faire à votre faveur. Vous n'allez pas créer ce ticket présidentiel pour que lorsque vous allez quitter la présidence, quelqu'un prenne votre relais sans être élu. Vous n'allez pas prendre la présidence de cette République en ayant 25% seulement des suffrages exprimés. C'est ce que le peuple sénégalais a voulu démontrer dans cette démonstration de force en disant aux députés, nous vous avions donné le mandat de voter des lois, là nous vous retirons ce mandat ponctuellement. Et ce jour-là, je me souviens que
lorsque, à 16 heures, nous avons entendu dans les radios que l'Assemblée a décidé de ne plus voter cette loi, les jeunes ont décidé de marcher sur le palais. Et un certain nombre d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous disions, ce n'était pas ça l'objet. Ce que nous voulions, c'était de démontrer aux députés que force reste au peuple. Et c'est ce que nous avons démontré. Ça, je dois dire qu'il y a très peu de pays au monde qui ont su démontrer cela. Même la Révolution française, ça a été une révolution qui a été débordante. C'est-à-dire que les leaders, Danton et consorts, n'ont pas pu maintenir le peuple. Le peuple a foncé, il a tout cassé. Eh bien, ici, nous avons su discuter avec le peuple et lui dire ce que nous voulions, nous l'avons obtenu et ils sont revenus en arrière. Le mars dernier a été une nouvelle démonstration du même genre. Parce que nous avons vu que ce pouvoir était sur le point de basculer. Ça, qu'on le veuille ou non, on était à deux doigts. Et eux le savent. Si le peuple a reculé, c'est parce que le grand Khalife général des Mourides a parlé. Et que nous sommes un peuple qui respectons les aînés, qui respectons nos anciens et nos religieux. Oui. Mais ne jouons pas avec le feu. Et c'est dommage que le président Macky Sall et ses ouailles, ayant participé à la commémoration de ce 23 juin, c'était leur droit, n'ont rien trouvé de mieux. Il y avait le M2D, il y avait le M2D. Oui, il y avait aussi. le M2D. Oui. Au regard de ces deux rassemblements, qu'est-ce que vous dites par rapport au 23 juin 2011? Qu'est-ce qu'il en reste pour reposer ma question? Oui. Nous, pour cette manifestation de 2021, 10 ans après, nous avons regretté de n'avoir pas pu y participer. Mais honnêtement, lorsque nous avons discuté sur l'opportunité d'y aller, nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait aller à la manifestation du M2D ou est-ce qu'il fallait aller à celle du M23? Bien que dans celle du M23, il y avait des membres du pouvoir. Ce que j'ai dit, y compris à mes amis de l'opposition, c'est que ces membres du pouvoir étaient parmi ceux qui combattaient le 23 juin 2011. Donc, la victoire que nous avons obtenue, c'est bel et bien leur victoire aussi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté la charte et, je dirais, le code qu'on s'était donné, le code d'éthique qu'on s'était donné avec le peuple. Vous vous êtes abstenu pourquoi finalement? Je me suis abstenu, ainsi que mon parti, parce que nous ne pouvions pas choisir. Le M23 a une légitimité naturelle. C'est le M23 qui a organisé cette manifestation du 23 juin 2011. Le M2D a participé aux manifestations de mars. Il a même suivi simplement les manifestations de mars. Le M2D n'a pas été le moteur de ces manifestations-là. La preuve, c'est que vous avez vu que lors de ces échauffourées d'hier, il n'y a pas eu de grand remue-ménage. Il n'y a pas eu de remous majeur. Cela veut dire que le peuple ne se laisse pas bouger n'importe comment. Le peuple examine. Et lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est judicieux, il sort. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du Dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous recevons le président du Parti pour l'Action citoyenne, Bruno D'Erneville. Vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure ce qui s'est passé le 23 juin 2011, mais quand on prolonge, parce que 2011 a été le déclic d'un certain nombre de manifestations également pour s'opposer à la candidature pour un troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Donc, de 2011 à 2012, on a enregistré des morts, une quinzaine de morts officiellement. Vous rappeliez également les événements de mars 2021, 14 morts. Bruno, ma question est de savoir, est-ce que la démocratie sénégalaise, finalement, n'a pas tendance à marcher sur des cadavres, soit pour se maintenir au pouvoir, pour ceux qui ont le pouvoir, ou pour conquérir le pouvoir pour ceux qui le cherchent? C'est très pénible d'avoir l'impression qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Et encore plus pénible lorsque ces pas en arrière se chiffrent en un certain nombre de morts.
En tout cas, en ce qui me concerne, dans toutes les positions que j'ai jamais prises, j'ai toujours défendu la préservation de la vie humaine. Même lorsqu'il s'est agi de soulèvements et en tout cas d'événements dans les pays voisins. Il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les événements de Gambie, je crois savoir que je faisais partie des rares hommes politiques, à part Maître El Hadji Diouf, qui disaient qu'il ne fallait pas taper sur Yaya Jammeh. Je disais qu'il ne fallait pas tirer. Et je disais au président Macky Sall, ne commencez surtout pas les coups de feu, parce qu'il est dos au mur. Et nous n'avons pas besoin de morts. Ce qu'il veut, donnez-le lui et qu'il parte. Les biens, ça se reconstruit, mais la vie, elle ne peut pas revenir. Donc, c'est difficile, c'est douloureux de perdre ainsi des vies humaines sur l'autel d'une pseudo-démocratie, malheureusement. À quoi attribuez-vous cette maldonne, quand même? Une démocratie qui marche sur des cadavres. Écoutez, je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qu'il faudrait qu'on fasse. C'est l'absence de ces réformes qui, à mon avis, est source de ce genre de problème. D'abord, le chef de l'État, il faut qu'il devienne le président de tous les Sénégalais, de manière à ce qu'on puisse n'avoir plus d'appréhension sur les décisions qu'il prend. Ensuite, il faudrait que les gens apprennent, les leaders, les hommes politiques que nous sommes, apprennent à savoir que nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne et que nous allons passer aussi la main. Donc les lois que nous faisons, les décisions que nous prenons, il faut qu'elles soient des décisions qui soient vraiment des décisions pérennes, des décisions qui ne sont pas conjoncturelles. Elles doivent transcender les régimes, elles doivent transcender les vies politiques. Je crois que si donc on modifie cette constitution, et de ce point de vue-là, je crois que notre constitution, elle est totalement à reprendre. Totalement à reprendre. Oui. Il y a un certain nombre de choses que les assises nationales avaient proposées. Une certaine partie que je considère très bonne, une autre que je critique, mais chacun a le droit d'avoir ses positions. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut une constitution qui permette un véritable équilibre des pouvoirs. Plus qu'une révision de la Constitution, vous voulez un changement de Constitution? Complètement. J'appelle à véritablement une assemblée constituante pour refonder notre nation. Une nouvelle république. Complètement une nouvelle république, fondée sur nos valeurs. Nous avons des valeurs. Savez-vous que dans nos traditions casamançaises ou même dans le Nord, je crois que Thierno Souleymane Baal a eu de belles réflexions sur les aspects de gestion. Mais il y a également le fait qu'en Casamance, il y a, lorsqu'on désigne le roi, il sait qu'il devient, je dirais, un sacrifié. Le roi n'a même plus le droit de sortir de sa concession. Il est à la disposition de sa population. Il se sacrifie pour cette population. Il y a même un roi qu'on avait appelé d'un nom Diola qui signifie « il voulait fuir ». Parce que lorsqu'on l'a désigné roi, il a voulu fuir et on l'a rattrapé. C'est ça, le sens de Ngour, le vrai sens de Ngour qu'on devrait redonner au pilotage, à la gouvernance africaine. Et revenons donc à ce sacerdoce africain. Oui. Oui. Il faut donc refonder cette république. Et c'est à cela que j'appelle. Et si on fait ça, je pense qu'on pourra épargner beaucoup de vies et permettre un réel développement. Voyons maintenant vos ambitions. On va vers des élections locales prévues le 23 janvier 2022. Vous appartenez à une coalition, Jotna, qui a connu des remous il n'y a pas longtemps avec le départ de Ousmane Sonko, président des PASTEF. Vous êtes aussi à la tête d'un parti qui s'appelle Parti pour l'action citoyenne. Quelles sont vos ambitions pour ces élections locales à venir? Alors, lorsque j'ai été candidat en 2012, beaucoup me disaient il faut revenir à la base. C'est bien que vous ayez de bonnes idées, c'est bien que vous ayez un programme que vous jugez le meilleur du Sénégal
et je maintiens que c'est le meilleur programme jamais proposé à ce pays. Et je suis prêt à débattre. Vous ne pouviez pas dire le contraire. Ce n'est pas que ça. Ouais. Je crois que depuis 2012 que je suis dans le combat politique, j'ai fait beaucoup de débats. J'ai eu beaucoup de discussions avec les hommes politiques, avec des spécialistes aussi. Et lorsque j'entends un certain nombre d'acteurs économiques, ils me renforcent dans cette décision. Il y a quelque temps, j'ai entendu un spécialiste de l'agriculture qui disait « Je ne comprends pas pourquoi l'État n'organise pas les agriculteurs en coopérative, mais en vraies coopératives, des vraies coopératives agricoles. » Ça m'a fait sourire et j'ai eu l'impression qu'il est en train de me prendre mon programme. Mais on va parler d'économie tout à l'heure si vous voulez. Si on en parle, quelles sont vos ambitions si vous voulez bien, pour on en parlera. Mes ambitions donc oui. sont des ambitions locales parce que j'estime que j'ai des preuves à donner au niveau local. J'ai fait mes preuves au niveau économique, j'aimerais faire mes preuves au niveau local. J'ai commencé à donner quelques éléments de preuves. Vous serez candidat où? Je serai probablement candidat dans une des communes rurales. Ah oui. Et je dois dire que ma candidature dépendra de ce que décidera mon parti et de ma coalition. Mais je dois dire que j'ai des clins d'œil intéressants à Foundiougne. À Foundiougne, ah oui. J'ai des clins d'œil intéressants également dans la zone de Ndiaganyao, à Ndiarao, dans la zone de Ndengeler. Vous savez que Ndengeler, j'ai été un des éléments clés dans leur organisation de défense, puisque c'est dans mes bureaux que Bassirou Diomaye Faye du PASTEF a rencontré les leaders de Ndengeler pour organiser la défense face à ce qui se tramait avec la Sedima. Mais c'était quoi? C'était un combat politique de la part d'acteurs politiques qui organisent des populations ou plutôt un combat d'un autre type? C'était un combat politique, parlant bien des sûr, terres puisque vous d'Endengler. savez, Oui. c'est également compatible avec notre vision du développement. En ce qui me concerne, mon programme parle de regroupement stratégique de villages et de coopératives rurales en matière d'agriculture. Et pour moi, le PEDIDAS, qui est le programme aujourd'hui de Macky Sall concernant le développement de l'agrobusiness, c'est une ineptie. Mais c'est une folie. On ne peut pas aller chercher les agriculteurs pour en faire des ouvriers agricoles. On doit en faire des entrepreneurs agricoles. Alors, lorsque je vois des hommes dont on prend les terres de manière forcée, je suis naturellement à leur côté, même si demain je pourrais être taxé de terroriste. Donc vous serez candidat si à Foundiougne ou à Ndiaganya ou à Ndengler, on ne sait même plus, ce sera où finalement? Oui. Ce sera, en tout cas, ce que je peux vous dire, oui, c'est que à Foundiougne, oui, je veux mettre ma plus forte base au Sénégal. Et pourquoi Foundiougne? Oui. Parce que le département de Foundiougne est mon département de cœur. Ma grand-mère est de Foundiougne et Annette Mbaye d'Erneville est née à Sokone. Vous êtes sans doute au courant. Oui. Mon père, son petit frère... Tata Annette, que je salue au passage, face à la caméra, hein, qui nous a beaucoup appris au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Tata, longue vie. Et qui aime beaucoup ce pays. Toi. Oui. Elle a aujourd'hui 95 ans. Machallah. Alors, mon père, qui était son jeune frère, est né aussi à Sokone. Annette Mbaye me dit tout le temps... pourquoi tu ne vas pas militer à Sokone et pourquoi tu restes à Foundiougne? Eh bien, Foundiougne, c'est le lieu de naissance de ma grand-mère. Et Annette Mbaye d'Erneville dit souvent, toi, si on avait ouvert le cœur de ta grand-mère, c'est toi qu'on aurait trouvé à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui est au ciel à me regarder. Je suis sûr qu'elle serait heureuse que je transforme sa ville et que je transforme son département. Très bien. On verra en janvier 2022, mais... Au-delà de votre personne, la coalition Jotna, c'est une coalition qui ira à ces élections en tant que coalition ou vous envisagez d'intégrer cette grande coalition dont on parle au sein de l'opposition aujourd'hui?
Alors, nous sommes dans une dynamique d'élargissement. Mais nous n'attendons personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque on voit des mouvements comme ce qui s'est passé hier, des mouvements qui de toute façon allaient aboutir à ce que nous avons vu, c'est-à-dire le vote massif, pour nous, nous n'avons pas de temps à être divertis comme cela. Vous vous démarquez apparemment du combat non, nous ne nous démarquons pas de cela. Nous pensons que lorsque nous savons c'était de la diversion, c'était quelque chose qu'il fallait voter. Dans notre approche, ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement faire un point de presse et indiquer aux populations ce qui était en train de se tramer pour les attendre au tournant. Le tournant, il ne va pas être bien loin. C'est lorsqu'ils jugeront l'un d'entre nous de terrorisme. Là, les populations devront sortir parce qu'elles vont considérer qu'il y a danger pour la République, un argument trop danger facile, pour la démocratie. N'importe qui des 17 millions de Sénégalais que nous sommes aujourd'hui à peu près pourrait être jugé pour acte terroriste s'il s'avère qu'il ait commis un acte de ce genre. Mais le terrorisme, et ce même n'est pas, ce n'est pas du vandalisme. Le terrorisme aussi, seulement. Ce ne sont pas seulement, cela ne vise pas forcément des Sénégalais potentiellement, cela vise également des étrangers. C'est ça la réalité de la lutte contre le terrorisme. Oui. Vous savez, pour citer Jésus-Christ, il disait que les scribes et les pharisiens sont comme des sépulcres blanchis et que sous leurs apparences de justes, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Et ce qui est mauvais, c'est l'hypocrisie dans la justice. Et il faudrait que les gens comprennent que le peuple n'est pas aussi ignorant et ignare qu'on ne le croit. Et je le disais encore tout à l'heure, si le peuple s'est soulevé en mars et pas hier, c'est parce que le peuple sait le moment où il doit se soulever. Et il se soulève parce qu'il a le sentiment qu'il y a une réelle injustice. Les lois sont faites pour une justice. Elles sont faites pour être équitables. Ouais. Lorsqu'elles sont iniques, elles suscitent la colère. Et elles doivent avoir une portée générale et être impersonnelles. Tout cela, Exactement. on est d'accord. Une fois que tous ces principes sont réunis, nous sommes potentiellement des justiciables. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord et je me soumets à cela. Lorsque je me fais arrêter par des policiers parce que j'ai le téléphone par hasard à la main, je ne cherche pas à me défendre. Je dis que j'ai fait une erreur. Peut-être que c'était dans l'urgence, mais je n'avais pas le droit de le faire. C'est un acte, et aujourd'hui, c'est un acte de citoyenneté, de civisme aussi. Et oui, et aujourd'hui, parfois des gens me croisent dans la rue en me disant « Mais Monsieur Derneville, vous n'avez pas le droit de donner le mauvais exemple. » Donc je sais que je dois donner l'exemple. Mais ceux qui sont là-haut, à commencer par le chef de l'État, doivent être les premiers à donner l'exemple. Parlons de la situation économique et sociale du Sénégal à la lumière des tournées du président Macky Sall à l'intérieur du pays. Si vous aviez à décrire la situation économique du pays, vous diriez quoi? Alors, la situation économique du pays peut se juger à l'aune des résultats en termes de développement économique et social. Je pense qu'aujourd'hui, le plan Sénégal émergent a failli. Il a failli parce que la pauvreté n'a pas cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, le niveau de l'incivisme et de la violence urbaine et domestique a atteint un stade incroyable. Tout cela, c'est une conséquence d'une économie qui, malheureusement, ne répond pas. Lorsque on entend 400 morts parmi les jeunes qui ont cherché à aller en Europe, 400 morts, on doit se poser des questions. Pour moi, en tout cas, si j'étais à la tête de l'État et que je vois des situations comme celle-là,
Si j'ai le sentiment que je n'ai plus de levier pour relancer la machine, je démissionne. Je démissionne. Le chef de l'État nous a habitués à des tournées à la veille d'élections. Je ne suis pas de ceux qui crachent sur tout ce que fait le chef de l'État. Lorsqu'il y a des actes qui sont posés et qui sont bons, je le dis. Je ne vais pas citer un certain nombre de cas, mais si vous voulez, je pourrais en citer, mais je ne suis pas un nihiliste. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que lorsqu'on fait une tournée comme celle-là, où manifestement, il y a de l'argent qui est dilapidé, qui est jeté par les fenêtres, à travers des banderoles, à travers des t-shirts, des casquettes, à travers de la sonorisation, à travers tout un tas d'éléments, de supports audiovisuels, et qu'à côté de cela, on a des universités qui manquent de tout. Nous avons vu que lors de cette tournée, il y a eu l'université du Saloum qui s'est rebellée, l'université même de Fatick qui s'est rebellée, les jeunes de Fatick qui se sont rebellés. Donc tout cela est un signal fort que les jeunes sont en train de lui dire, qu'il fasse en sorte que le peu de deniers qui nous restent, il les utilise à bon escient. Nous venons d'entendre le ministre de l'économie et des finances se gargariser d'avoir obtenu facilement des eurobonds. Oui. Ce qu'il ne dit pas, malheureusement, c'est que ces eurobonds sont à un taux astronomique. 9,25%. C'est une folie. On est très loin des taux concessionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombé de Caraïbes dans Scylla. Nous étions pieds et poings liés face au FMI et à la Banque mondiale qui nous donnaient des taux concessionnels, 1%, 2% peut-être, mais malheureusement avec des contrats derrière, on va dire des conventions d'accompagnement qui vous obligeaient à prendre un certain nombre d'entreprises qui sont des leurs, etc. On quitte cet endroit pour aller vers des privés, oui, des privés, qui eux, de toute façon, ce qui les intéresse, c'est que l'argent leur revienne. Ces privés, par contre, nous facturent l'argent à un taux qui est astronomique. Et de toute façon, ils savent qu'ils sont payés. La preuve, c'est que pour rembourser les eurobonds précédents de 2014, il a fallu refaire un emprunt. Plus cher que celui d'ailleurs de 2014. On n'aura pas beaucoup de temps pour développer ces sujets. Que le président Macky Sall devra revoir sa copie en matière de développement. Malheureusement, nous sommes encore loin du compte. Parlons d'agriculture, puisqu'on est à la veille de l'hivernage, ou même en plein hivernage. Le pays a été quand même arrosé ces dernières heures et apparemment, c'est presque l'ensemble du territoire qui a reçu vraiment sa première pluie assez importante. L'agriculture, avec une campagne agricole, quels pourraient être, selon vous, les facteurs clés de succès? Oui, alors, moi je fais partie de ceux qui croient qu'il va être temps qu'on tourne la page de cette agriculture extensive et pluviale. Depuis Senghor, ce que je dis aux paysans, depuis Senghor, votre situation n'a pas changé. On vous raconte toujours les mêmes choses. On vous trompe toujours de la même manière. Et malheureusement, le climat, lui, est devenu capricieux. Hier, j'étais à Gassane, puisque en dehors de notre meeting de Mbaké, j'ai été jusqu'à Gassane. Gassane, ils ont eu une première pluie. Il y a quelques petites herbes qui sont sorties. Ils ont commencé à mettre sous terre les semences. Mais il se pourrait bien que d'ici une semaine ou 15 jours, il ne pleuve pas encore. Et à ce moment-là, les semences sont grillées, il faut encore semer. C'est des situations qui arrivent de plus en plus fréquemment. Oui. C'est vrai, pire, on voit un dérèglement. Tantôt, les pluies viennent plus tôt que prévu. Tantôt elles commencent, elles s'arrêtent pour reprendre. Et tantôt, elles arrivent encore très tardivement, c'est-à-dire elles reprennent très tardivement au moment où
les populations sont en train de récolter. Et là aussi, c'est une catastrophe parce que les récoltes pourrissent. C'est pourquoi je vous demande quels pourraient être les facteurs clés de succès pour l'agriculture sénégalaise. Les facteurs clés de succès, moi je parlerai en tout cas du programme que nous proposons. Et c'est un programme qui peut bel et bien être fait par n'importe qui, y compris par ceux du pouvoir actuel. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que ce peuple aille de l'avant. Nous proposons qu'il y ait un regroupement stratégique des villages, qu'on puisse les déplacer de manière à ce que ces gens se rapprochent des zones qui sont déjà prééquipées. Ensuite, qu'on organise les villageois en coopératives rurales. C'est hyper important. Ces coopératives sont des entités morales qui pourront discuter avec l'État pour pouvoir obtenir des financements et ainsi avoir des forages et des machines agricoles. Et là, vous aurez des coopératives qui travailleront sur une distance de 30 km, pourquoi pas 50 km, mais qui auront une force de frappe, qui leur permettront d'être des entrepreneurs agricoles, comme exactement ce qui se fait au Maroc ou ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes inondés par les productions marocaines. Qu'est-ce qui nous empêche de faire de même pour nous aussi inonder les pays voisins de nos productions? C'est bel et bien possible à condition qu'il y ait une vraie volonté de l'État et qu'il y ait une méthode. Et c'est ce qui manque malheureusement à nos autorités. Très rapidement, les risques d'une nouvelle vague de Covid-19, vous y croyez? Vraiment, en tout cas, les spécialistes sont alertés. Il y a en tout cas une dichotomie dans la manière de penser de notre service de santé et des autorités politiques. Je crois que quand on regarde les meetings du président Macky Sall, peut-être qu'il n'y a que lui qui porte le masque pour donner l'exemple, mais je crois qu'il n'y a plus personne qui y croit. Alors, lorsqu'on a parlé de deuxième vague également, on a vu qu'il y a eu un semblant de deuxième vague ici. Mais aujourd'hui, il faut admettre, il faut reconnaître, ça c'est un fait. Et je le disais encore récemment au professeur Kassé, un de mes amis, je lui disais, mais il y a un fait qui est là. Même si on dit que les chiffres de la Covid ne sont pas forcément les vrais chiffres, on n'en dispose pas réellement. Mais ce dont on dispose de manière sûre, c'est la mortalité. La mortalité, elle, on la connaît. Eh bien, qu'on le veuille ou non, il y a une nette baisse de la mortalité. Et ce n'est pas du fait des décisions, des dispositions ministérielles ou de protection, encore moins de la vaccination. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons bien que quand vous portez le masque dans le monde rural, on vous regarde même avec un petit sourire en coin en disant « mais c'est peut-être celui-là, un martien qui s'est perdu ». C'est dû à quoi alors ? Je crois que c'est une chance que le bon Dieu nous donne. Oui. Mais moi, j'ai tendance à dire que... Quand il y a des morts, ce sont les autorités politiques qui sont fautives et quand il n'y a rien... Non, c'est pas de leur fait. Oui, moi, je pense fondamentalement que nous, les Africains, nous ne sommes pas maudits de Dieu. Au contraire, nous sommes bénis de Dieu. Et récemment, il y a des scientifiques... Et parce que nous sommes bénis de Dieu, vous ne croyez pas au risque... C'est ce qui nous a donné la chance. Au risque d'une nouvelle vague de la Covid-19. Une nouvelle vague, peut-être. En tout cas, il faut rester prudent. Je demande aux populations de rester prudents. Je crois que moi, si vous regardez mon meeting d'hier, j'avais le masque. Et je tiens à donner l'exemple. Oui. Mais je voudrais juste dire que nous, les Africains, nous sommes issus de l'espèce humaine sapiens. C'est la seule espèce qui, aujourd'hui, a fait florès et est devenue l'espèce humaine que nous voyons. Elle vient d'Afrique. L'Australopithecus, le néandertalien, qui est européen, et dont on retrouve les gènes dans les souches européennes, blanches, c'est cette souche-là qui, visiblement, est fragile au Covid, comme par hasard. Ce sont les scientifiques qui le disent, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi-même. Mais vraiment, on termine en 10 secondes. Actualité sous-régionale, parce qu'il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la sous-région aussi. Réouverture de la frontière avec la Guinée, elle était fermée par le président Alpha Condé. La Mauritanie, arrestation de l'ancien président Ould Abdelaziz, accusé de corruption, entre autres chefs d'accusation. La Côte d'Ivoire, retour de Gbagbo. Quel commentaire vous inspire en 10 secondes cette actualité sous-régionale?
En 10 secondes, ça va être difficile. Alors, juste pour dire que je me réjouis de la réouverture des frontières avec la Guinée et je pense que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Je regrette les problèmes qu'il y a entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, et notamment des chefs d'État qui s'étripent en public comme cela. C'est quand même très dommageable pour l'unité africaine. Le cas de Ould Abdelaziz est un exemple peut-être pour nos autorités, même si on peut lui octroyer le bénéfice du doute ou en tout cas la présomption d'innocence. Mais toujours est-il qu'il a choisi son successeur. Tout le monde le sait. Il a choisi le successeur qui aujourd'hui est à la tête de la Mauritanie. Mais ce successeur n'a rien fait pour essayer de le mettre à l'abri d'une certaine justice. Et ça, pour cela, nous félicitons le successeur. Il faut que justice se soit rendue, quelle que soit la situation. Pour ce qui concerne maintenant la Côte d'Ivoire, le retour de Gbagbo, je trouve que c'est une grande victoire pour le président Gbagbo et c'est une grande victoire pour les africanistes parce que le président Gbagbo... Victoire sur des cadavres aussi. Pardon? Victoire sur des cadavres. Près de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Victoire sur des cadavres. Malheureusement, lors il y du a départ des effets collatéraux. Du pouvoir. Il y a des effets collatéraux, oui. Mais je crois que cette responsabilité est partagée, et largement partagée, aussi bien par Gbagbo que par le pouvoir en place de Ouattara et par la France. Je crois qu'il faut que les responsabilités soient clairement situées. Je ne sais pas si elles se feront un jour, parce que la CPI, la CPI était censée juger Gbagbo, et finalement, après plusieurs années, on le libère sans aucune charge, ce qui est quand même choquant. Mais ce qui est inquiétant pour ce qui concerne encore la Côte d'Ivoire, c'est que vous avez vu que récemment, Soro a été jugé, condamné pour complot à perpétuité. Merci. Et ça, c'est un risque pour le Sénégal aussi. Merci Bruno D'Erneville. Je rappelle que vous êtes le président du Parti pour l'Action Citoyenne et membre de la coalition Jotna. Émission Le Jury du Dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, présentée par Mahmoud Ibra Kane. Vous pouvez écouter, regarder, mais aussi lire votre émission sur votre site représenté par Djeba. Au texte, à la photo, Pape Doudou Diallo. Réalisation de cette émission, Masmoup, Babacar Ndiaye, Iba Marsen, Ndiankou et tous les autres. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Ba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.